Vous êtes à l'écoute de Faut se le dire, un reportage que vous retrouverez un petit peu plus tard sur toutes nos plateformes, bien évidemment. Je vous invite à vous y abonner. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Faut se le dire. On dit au revoir à Ludmilla. Tu veux pas rester? Tu veux pas? Tu peux, hein? C'est jamais. On est ensemble jusqu'à 20h sur Radio Occitanie. Je pense qu'on n'aura pas le temps de revoir les actus de la semaine. Bon, c'est pas très grave, parce que de toute façon, voilà. Tu n'auras pas l'occasion de tirer sur la France insoumise, Alexandre. Si, bien sûr que si, bien sûr que si. Les sujets ont été quand même particulièrement lourds. Très lourd, très très lourd, bien évidemment. Nous avons avec nous Béatrice Dahan. Bonsoir. Bonsoir. Donc on va revenir sur la cérémonie qui a eu lieu hier. Pierre-Nicolas, peut-être que je te laisse... Moi, je le dis sincèrement, il s'est passé un pogrom le 7 octobre. Oui. Je pèse mes mots, parce que 1200 personnes tuées le même jour de façon éhontée. Je pèse mes mots, parce que voilà, après, sinon, je vais rentrer dans le vulgaire. Et 41 de nos compatriotes ont été tués à cette occasion, parce que c'est ça qu'il faut retenir pour notre pays. Et je trouvais que le président Macron aurait pu faire une cérémonie d'hommage un peu plus tôt dans le temps. Voilà, parce que 41 compatriotes, c'est quand même énorme. 42. 42, désolé. 42. Voilà. 42, 7 kidnappés, 4 qui ont été libérés et 3 qui sont encore actuellement aux mains du Hamas dont on n'a aucune nouvelle. Mais merci de ces précisions parce que je ne les avais pas. Et voilà. Ouais. Merci de... dont un petit cousin à moi. Voilà. Alors justement, on va revenir sur ça, parce que bon, l'hommage qu'il a fait, bon, on va pas revenir sur les voilà, moi je sais que j'ai tendance, souvent on me dit arrête de taper sur la France insoumise, mais là je ne vais pas taper sur toute la France insoumise, hein. Monsieur Ruffin s'est très bien comporté en disant je n'y vais pas parce que les familles endeuillées ont toujours raison. De fait, ce qui n'est pas le cas de Mathilde Panot, ce qui n'est pas le cas de Bompard non plus, que ça n'a pas gêné cette fois-ci d'être à côté de Jordan Bardella, ça l'a gêné pendant la marche contre l'antisémitisme, mais ça ne l'a pas gêné là d'être là. Et voilà, c'est l'indécence, c'est la France insoumise, on a l'habitude. Voilà, enfin une partie de la France insoumise, je ne veux pas tous les mettre, j'en connais ici qui sont très bien, je ne veux pas les mettre là-dedans. On peut juste dire du Führer, pardon, de leur gourou, mais je l'appelle comme ça, après tout c'est... Mélenchon, c'est ça, Mélenchon. Mélenchon, pour moi, en allemand, c'est un Führer, c'est un guide, donc c'est un Führer de la France insoumise, et je pèse mes mots, j'ai fait allemand première langue, donc j'ai le droit. À part Ruffin, c'est tout. Oui. Voilà, c'était juste pour marquer le fait. Parce qu'on oublie Guiraud, on oublie les Hamon, on oublie même ceux d'ici, c'est les députés qu'on a en Haute-Garonne qui sont putain, droit dans leurs bottes, derrière je ne vais pas redire le Führer, mais je l'ai dit, derrière. Et à part Ruffin qui a relativement toujours été carré, éventuellement de temps en temps Madame Autain qui est à peu près, mais elle-même elle a un passif pas si lointain où elle devrait franchement passer sous les radars. Je vous rappelle que le côté antisémite avéré je dis pas de gauche parce que pour moi la gauche n'est pas antisémite, donc ce ne sont pas des gens de gauche. Mélenchon n'est pas de gauche. Non, mais c'est pas Mélenchon n'est pas de gauche. Ces gens-là ne sont pas de gauche parce que antisémite, et la gauche n'est pas antisémite. Je rappelle juste donc que c'est l'été dernier que ça a commencé, les embrouilles, avec les invitations aux universités d'été des Verts et de LFI, de Médine, qui lui-même s'était comporté comme un gougnafier, pour pas dire autre chose, à l'endroit de Rachel Kahn, pour pas la nommer, que je salue là, parce que c'est une amie, voilà, ça a commencé là. Non, on n'est pas antisémite, mais on invite un mec qui est largement en borderline. Ouvertement. Et on était 3 mois ou 2 mois avant le pogrom du 7 octobre. Et à partir de là, personnellement, je vais dire ce que je pense aussi, j'apprécie très modérément, ceci dit, l'attitude du député Meyer Habib, qui, pour le coup, lui, aurait dû fermer sa grande gueule, parce que, ouvertement, faire la bise à Jordan Bardella, qui traîne avec des anciens du GUD, qui sont quand même bien photo à l'appui, qui sont bien connus pour être vachement pas du tout antisémites. Absolument, oui, mais ça... Là, il aurait pu, là, sur le coup, il a fait quelque chose qu'il fallait pas. Tout à fait. Ça n'empêche que ça me fout quand même les boulons, je le dis clairement, que ça soit aujourd'hui
devant tout le monde, le Front National qui tient un discours tel qu'il le tient, franchement, en défense de la communauté juive en France. Ça me fout les boules parce qu'on sait quand même d'où ils viennent, qui ils sont, comment ils sont, voilà, etc., etc. On va pas faire tout panégyrique, mais enfin voilà, on en est quand même dans un truc une période assez bizarre. Et LFI, franchement, et s'est mis à côté du vélo depuis le 7 octobre au soir. J'aimerais ajouter un truc quand même, parce qu'on a l'habitude un petit peu de se moquer de Sandrine Rousseau. Pour le coup, Sandrine Rousseau a été d'une propreté absolue. Je tiens à le dire. Voilà. Les Verts ont été vraiment très, très, très propres. Oui, Martin. Quelque chose sur la France insoumise. Je les trouve incroyables, ces gens-là, quand même, parce qu'ils arrivent à politiser quelque chose qui relève absolument pas du domaine politique. Lorsqu'il y a une attaque comme le 7 octobre, ils arrivent à le politiser en disant justement qu'ils ne veulent pas marcher à côté du Rassemblement national, ce qui est une honte absolue. Il n'y a pas de question de parti politique à ce moment-là. Je pense qu'il faut penser d'abord à l'humain, ce que la France insoumise oublie de faire, tellement ils sont dans la séduction électorale, parce que chacun sait qu'ils essayent de séduire une partie de l'électorat. Je dirais pas islamiste, j'irai pas jusque-là, mais presque. Des quartiers, c'est tout. Ouais, pas seulement. Oui, ils ont commencé par ne pas condamner quand même le 7 octobre comme un attentat, comme un acte terroriste. Et je crois que c'est purement de la politique politicienne pour le coup. Hein. Je pense qu'ils savent très très bien ce qu'ils font. Ils sont très doués. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils sont très mal à l'aise avec la langue française pour certains, mais par contre, quand il faut jouer sur les mots, là ils savent faire. Oui, ça il sait faire avec les jeux de mots. Justement, comment vous avez vécu, vous, cette cérémonie hier ? Moi, j'ai été très émue parce que ma famille était présente. Les Israéliens sont venus, puisqu'ils sont français, Israéliens et français. Ils ont une histoire très particulière. Voilà, je ne sais pas si on a le temps d'en parler un peu, parce que je crois qu'il faut donner effectivement, revenir à l'humain, et ça c'est absolument essentiel. C'est une histoire d'humanité, de personnes, d'histoire, de famille. Chaque histoire est absolument extraordinaire. Mon oncle William Jaoui était français, nationalisé, était tunisien. Il a fait ses études en France pendant la guerre, et il a rencontré une jeune femme de gauche, militante, avec qui n'était pas juive, et qui a tenu absolument à se marier avec lui pendant la guerre, c'est-à-dire qu'elle a porté le nom de Jaoui, un nom juif, pendant cette guerre. Ils sont partis en Tunisie, et puis là ils ont été contactés par des tas de gens qui étaient de gauche, qui leur ont parlé d'un idéal sioniste, et c'était vraiment un idéal sioniste de gauche. Enfin, je trouve que LFI devrait presque s'en inspirer, que ce négationnisme dont ils sont coupables en permanence, ils devraient s'intéresser à ce qu'a été et ce qu'est le sionisme. Voilà, enfin, je vais pas être très longue, mais donc ils sont partis en Israël en 52 parce que ma tante non juive a dit que la France était beaucoup trop antisémite et qu'il fallait partir en Israël vers ce foyer juif qui s'était créé en 48. Ils ont été dans un kibboutz qui s'appelle le kibboutz Dan. C'est pour ça que la famille Jaoui s'appelle Dan. Et donc c'est mon cousin qui était marié à Carmela qui a été assassinée au kibbutz Niroz. Carmela et Uri, son mari, étaient des militants de gauche. Ils faisaient partie de la Shomera Hatzaïr. Ils ont longtemps travaillé en France en représentant de ce mouvement de gauche, avec une envie puissante de faire la paix avec les Palestiniens. Ils ont reconnu des Palestiniens avec qui ils mangeaient le midi, avec qui ils avaient des rapports, qui sont venus les massacrer. Voilà. Et donc, elle a été tuée, on le sait que depuis 15 jours, elle a été assassinée, elle a été brûlée vive avec sa petite fille qui était autiste, Noya, dans l'abri. Et puis, Erez et Sahar et Ofer, leur père, ont été kidnappés. Erez et Sahar ont été libérés. Et ils vont mal sur le plan psychologique, ils sont vraiment détruits. Et Ofer, dont les enfants disent qu'il a été blessé et battu à mort par les Palestiniens, par le Hamas, sont très inquiets pour leur père, dont on n'a aucune nouvelle. Voilà. Donc beaucoup d'émotions. Alors c'est vrai que c'est tard, que le temps est long depuis le 7 octobre, mais la plaie, pour moi, elle est tellement à vif que je suis encore très très proche de 7 octobre en tant que Française, en tant que Juive française, parce que j'ai été meurtrie dans ma chair pour ma famille, pour tous les Israéliens qui sont dans le fond de ma famille, pour tous ces Français, et aussi par les suites de cet antisémitisme galopant et complètement décomplexé qui m'a, je dois vous avouer, complètement anéantie, vraiment, inquiétée. Pas peur, parce qu'on m'a souvent demandé si j'avais peur. J'ai pas peur. Moi, je suis bien dans mes baskets, je me sens
complètement française et j'adore la France et je resterai en France, quoi qu'il arrive. Voilà. Mais beaucoup d'inquiétudes pour ce qui va rester. Quant à l'hommage de Macron, si je peux encore... il a commencé quand même par parler des 67 millions de Français unis et endeuillés. Il a bien fait, bien sûr. Il a été dans son rôle. Bien sûr, il est rassembleur, en tout cas il essaie de l'être, et je crois qu'il met le doigt sur un point qui pour lui est essentiel et qui pour nous est essentiel, c'est une espèce d'unité nationale, bien sûr, autour des valeurs républicaines, autour du racisme, de l'antisémitisme, autour de la haine, de la violence, du viol, sont des choses qu'il faut absolument défendre, et je pense qu'il a bien fait d'en parler, et que il faut reposer les mots. Vous parlez de LFI et de la façon dont ils utilisent le verbe. Je crois qu'il faut vraiment redéfinir ce qu'est le bien et le mal, et que ça c'est essentiel pour nos enfants et pour que cette France puisse vivre dignement. Oui, Philippe. On parlait des LFI, mais il y a aussi un autre gros problème, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a eu tout un tas de viols à travers, il y a eu des meurtres évidemment, des viols aussi, et on en avait déjà parlé dans cette émission, mais l'occasion est donnée de pouvoir en reparler maintenant. L'absence, un silence total. Le silence, merci. Total. Le silence total. Absolument. Des mouvements féministes. Du mouvement qui se dit féministe à l'endroit des Israéliennes, franco-israéliennes et toute autre binationalité qui ont été attaquées parce que juives. Est vraiment plus que coupable. Ça, c'est terrifiant. J'entends que le mouvement MeToo, il s'est pas arrêté le 7 octobre. Il n'y a pas eu une enclave autour de Gaza et de là où s'est passé le gros du pogrom. Mais pour certaines personnes, il ne faut pas toucher parce que ça voudrait dire qu'on remettra en cause. En fait, c'est ni plus ni moins. Je ne sais pas ce qu'on remettrait en cause. C'est ni plus. Qu'est-ce qu'on remet en cause ? C'est ni plus ni moins que la suite du discours d'une personne qui est soi-disant universitaire et qui a été repris en flagrant délit lors d'une émission par Monsieur Thomas Guénolé. Et ça, pour le coup, il avait bien fait. Il s'appelle Ouria Boutelja, pardon. Et c'est la responsable, ou je ne sais plus si c'est la porte-parole, la responsable du PIR, le Parti des indigènes de la République, décoloniaux, etc., qui, dans un de ses bouquins, expliquait, ou dans une de ses déclarations, expliquait que même quand une femme était violée c'est dans la communauté maghrébine, c'est ça que je cherchais le mot, exactement, la communauté maghrébine. Quelqu'un faisait un viol sur une nana, il fallait pas qu'elle porte plainte pour pas porter le discrédit sur tout. Non, mais voilà, à force de pas nommer les choses, de mal nommer les choses, on nomme pas bien les choses du coup. Je crois qu'il y a une émissaire de l'ONU qui est restée quelques jours en Israël sur la question des viols, qu'elle dit qu'elle ne dort plus depuis une semaine. Alors sur la question de la temporalité, effectivement, ça fait 4 mois, mais elle s'est déplacée, elle a le mérite d'être là, mieux vaut tard que jamais, et elle est absolument ébranlée par ce qu'elle a vu, et très touchée, et voilà, ses équipes vont continuer de travailler, de ramasser les témoignages et les données, parce que sur la question de cet hommage aussi, ce qui est quand même très important, c'est de témoigner, c'est d'avoir des images de cet hommage qui resteront pour l'éternité finalement, et dans des années et des années, on ne pourra pas dire que ça n'a pas existé, on pourra entendre quand même les mots d'Emmanuel Macron, qui a quand même fait un discours assez extraordinaire, comme il sait le faire, bien sûr, même si quelquefois les mots ne sont pas toujours suivis d'actes, mais le discours, moi, m'a beaucoup ému, et que c'est important que ça puisse, ces images-là et ces mots-là restent pour la postérité finalement. Voilà. Et les Israéliens, les Franco-Israéliens ont été très très sensibles, puisque la France a été le seul pays à rendre hommage. Ça a été aussi celui qui a été le plus touché par le nombre de morts franco-israéliens. Moi, je sais que ma famille israélienne, il y a une image tutélaire de la France. Il y a, comme l'a très bien dit Macron, quelque chose de rayonnant, de la démocratie. Israël est la seule démocratie de ce putain de Moyen-Orient quand même, hein. Et ils se défendent avec beaucoup de difficultés, avec un Netanyahou voilà, qui est quand même fait beaucoup de conneries. Et ça, ils le combattent. Ils ont été dans la rue pendant des mois avant. Oui. Ils se battent pour cette démocratie. Et je pense que la France, pour eux aussi, est un modèle extraordinaire. Voilà. Je voulais juste revenir, vous parliez de bien et de mal, et justement qu'il y avait quelque peu un abandon de ça. Je sais, Anna, je reviens sur ça, j'adore ce sujet, du bien et du mal. Mais je trouve ça quand même
fabuleux, mais dans le mauvais sens du terme, que seule l'idéologie compte au fond pour ces gens-là. Vous savez, Absolument. il n'y a plus de notion de bien, de paix, de bien commun. Tout ça est parti au fond d'une poubelle, elle-même au fond d'un océan. Je ne sais où. L'idéologie les actes servent seulement leur idéologie. Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans un pays dans lequel où il y a justement des gens comme ça qui n'ont plus de notion d'humanité, plus de notion de bien ni de mal, et se servent seulement d'éléments lorsque ça les arrange. Et lorsqu'il est similaire, voire exactement le même, pour un autre cas qui pourrait desservir leur idéologie, eh bien on abandonne totalement les combats. Justement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Bon, on va se battre, on va pas les laisser prendre le terrain quand même. C'est pas possible, ça. Pas. Il est hors de question de leur laisser la place. C'est tout. Et il faut réaffirmer que notre pays est un pays républicain, laïque. Bien Point. sûr. C'est derrière ça. On a une constitution, on a des institutions qui tiennent la route, des partis politiques. Certains sont plus républicains que d'autres, mais qui tiennent et qui doivent tenir la route pour assurer la pérennité de notre pays. Et je pense que j'irai même et plus la société loin. De notre pays. J'irai plus loin que ça, que cette question de république, de laïcité, qui sont quand même des éléments importants, mais j'irai même plus loin, c'est dans le sens de l'humain. De reconnaître quelque chose qui est bien ou qui est mal, c'est même plus une question de fait social ou autre. Non. Ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils sont quand même, je vais le dire, c'est le mot, ils sont dégénérés dans le mental. Quoi. Ça devient quand même clinique. Moi, je ne suis pas sûr que ça soit l'idéologie. Je pense que c'est juste, comment dire, une très mauvaise assimilation des écrits de Marx, Lénine, voire de Bakounine. Mais aucun ne l'ont lu. Je pense mal assimilé. Et puis voilà. Mais je pense que aussi le scrutin de juin va leur démontrer la portée de ce qu'ils peuvent de leur parole. Et pour autant, ils ont une réserve de voix qui est certaine et qui reste la même. C'est ça qui est inquiétant. Ça, la réserve de voix grandit quand même de plus en plus. La réserve de voix, ils votaient déjà. La réserve de voix n'est qu'une réserve. Hein. Tant qu'elle ne s'exprime pas, on va juger sur les faits. On voit qu'un type pareil fait 20% aux élections présidentielles, ça traduit quand même le fait que dans notre pays, grand nombre de gens considèrent que tout ce qu'on vient d'évoquer sur ce sujet-là n'a finalement pas de sens dans le sens du bien. Oui, mais on peut pas le faire rétrospectivement. Hein. Voilà. Ah non, bien sûr. Voilà. On va le faire donc on verra sûr, mais il faut comment le constat. Oui, mais le constat, on a des sondages de l'IFOP, on commence et on va voir en juin, grandeur nature, le résultat. Je suis d'accord. Mais il faut après, et je finirai sur ça, je passerai la parole à mon frère, il faut avoir foi en lui-même. Parce que si on n'a pas foi en l'humain, on prend une corde, on sort là et on va se pendre. Donc voilà, et comme disait Madame Dahan, il faut se battre. Voilà, c'est un combat quasiment de tous les jours. Voilà. Philippe. Quant aux valeurs bien et mal, je sais que ça te tient à cœur, mais je suis désolé de rappeler des faits historiques, mais il n'y a pas si longtemps. Nos grands frères ou nos grands cousins américains nous l'ont fait ce coup-là il n'y a pas si longtemps, en 2001, 2002, 2003. Le camp du bien c'était eux, le camp du mal c'était et ils sont allés envahir et l'Irak comme ça. Et bon, donc c'est pour ça que la notion de bien et de mal, de blanc et de noir, bien tranchée, c'est très difficile parce que chacun va vouloir y mettre ce qu'il a envie d'y mettre derrière. Et justement, donc il n'y a pas de valeur. Comme dirait Pirandello, à chacun sa vérité. Le problème, il est là, c'est que la vérité, elle n'est pas une et entière. Elle vient de plusieurs axes de vue, de plusieurs angles de vue. Je n'ai pas dit que. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je parle du bien et du mal. Je parle pas en l'occurrence par rapport au 7. Je parle. Tout à l'heure, on en a parlé. C'est très difficile de pouvoir dire je vais faire le bien, parce que tous, ils vont vous dire que je vais faire le bien. Même Mélenchon, il est capable de te démontrer par A plus beau carré que lui, il est dans le camp du bien. On est tous d'accord ici. En tout cas, moi, je suis d'accord avec moi-même qu'il roule à côté du vélo, même franchement, qu'il est franchement antisémite. Aussi. Voilà. Mais lui, pour lui, il est dans le camp du bien. C'est ça que je veux dire. Mais c'est ce que tout à l'heure, vous n'étiez pas là. Je le refais très brièvement. Je parlais justement de cette question. On a carrément déporté la notion de bien et de mal sur les individus, alors que c'est une notion qui est quand même bien au-delà de l'humain, le bien, le mal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de camp du bien chez un homme ou de camp du mal. On en parlait tout à l'heure avec Ludmilla sur la question de l'Ukraine et de la Russie, et c'est justement là où je voulais en venir. C'est que cette notion du bien et du mal
est impossible à appliquer à un homme. Et quand les États-Unis, vous parliez justement qu'ils se prétendaient camp du bien, etc., d'étendre les valeurs démocratiques, au point d'envahir plus qu'un pays, bien sûr. Voilà. Et donc, c'est exactement là où je voulais en venir en parlant de la France insoumise, c'est que ces gens-là considèrent qu'ils ont une vérité qu'ils considèrent comme être le camp du bien, comme ils disent, la vérité absolue, et que tous les autres n'existent pas. Alors que le bien les dépasse eux-mêmes et nous dépasse tous ici. On est d'accord. Là, tu es en train de redéfinir ce qu'est la problématique de suivre un dogme. Exactement. Tout à fait. Et on parle de doctrines, mais qui sont des doctrines qui sont qui servent en réalité une élite, parce que c'est Mélenchon, le grand gourou, qui lui va être élu, souhaite être élu président de la République, comme il l'a toujours rêvé. Je pense qu'il en rêve toutes les nuits. Il est dans un certain déni, et il se voyait Premier ministre. Oui, mais là je commence à le rattraper, donc un jour ou l'autre il n'y arrivera plus. Mais sauf que voilà, le problème c'est cet endoctrinement justement, et le fait de servir, d'utiliser une idéologie comme argument sur des faits qui n'ont rien à voir avec l'idéologie, encore moins que la politique. Donc c'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure de cette fameuse marche contre l'antisémitisme où les députés de la France insoumise le refusaient parce qu'il y avait les membres du Rassemblement national, c'est un moment où la politique... Pas des membres, des élus, malheureusement. Oui, c'est des élus, c'est ça qui est pire. C'est pire, c'est-à-dire que finalement la politique dépasse justement le moral. Ouais, Macron non plus n'est pas venu à cette fameuse marche quand même. Ah oui, en plus les raisons étaient dingues. Ouais. C'était pour éviter d'embraser. Il voulait embraser quoi? N'a pas de sens. Parce que pareil, il n'a pas tout. dit les mots. Pour moi, il n'y a pas de problème, vu qu'il a dit que 68 millions de Français portaient le deuil, tout ça. Oui, oui. Bon, donc il n'y aurait pas eu de problème si 68 millions de Français. Peut-être qu'il a réfléchi depuis. Oui, sûrement, bien sûr. Il a trouvé le bien. Il a réfléchi. Je plaisante. Mais cette question du bien et du mal, elle est très importante à travailler, notamment chez les enfants tout petits. C'est vraiment la question des différences, du noir, du blanc, de la nuit, du jour. Et je crois qu'on est quand même, si je puis me permettre, actuellement dans des positions éducatives où on est plutôt à merdouiller, à jamais dire si on dit franchement oui ou si on dit franchement non. Moi, j'ai été psychomotricienne très longtemps. Et je crois que ça a à voir avec tout ça, effectivement, cette façon de se positionner et de définir les choses clairement. Et à force de tirer de l'eau tiède, on finit par ni avoir d'eau chaude, ni avoir d'eau froide. Absolument. Et ça devient insupportable parce qu'il n'y a aucune position qui est prise. Et finalement, libre est à chacun d'émettre un avis qui est le plus farfelu possible. Et je vais faire du Macron en 2 mots. Et en même temps, certes, mais le problème, c'est que tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Non. Et souvent, c'est les concessions. Et c'est là où on dit, oui, mais ils font de la politique molle. Ouais, mais on ne peut pas tout avoir. Je suis d'accord. Et c'est ça, c'est bien là, c'est la complexité qui fait de nous des humains. Et c'est ça qui est formidable. Voilà, la preuve autour de la table. Mais pour que les choses ne soient pas tout à fait noires ou blancs, il faut qu'elles aient été d'abord noires et blanc. Voilà. Oui, il faut des choses qui soient claires et ensuite, effectivement, s'il n'y a pas de souplesse, on est dans un truc complètement rigide qui ne peut pas fonctionner, on est d'accord. Donc il faut de la souplesse, mais c'est pas facile, la souplesse. Vous parlez juste à l'instant de politique molle, mais je pense que ce terme de politique molle est très mal employé parce qu'en réalité, la politique molle devrait correspondre à ceux qui mènent une politique sans fil rouge, sans but. Et je pense justement que le but revient à soit l'intérêt général pour certains, le bien commun, etc., ou chercher tout simplement le bien. Sauf que la politique molle, ça correspondrait justement à ceux qui font du en même temps, pour le coup, et qui à la fois disent un jour bel lendemain, ce qui mène au final à ne plus avoir de fil de conduite sur la politique. Et ça, c'est véritablement de la politique molle. Et c'est comme ça qu'on vient justement à pas avoir d'avis tranchés et laisser libre à chacun d'émettre des avis qui n'aient plus de sens et qui dénigrent carrément le reste. Je suis d'accord, et avec de temps en temps des traits de génie et des choses intéressantes. Donc c'est très compliqué. Et chacun considérant qu'il est le représentant du camp du bien. Sauf qu'il n'y a pas de camp du bien. C'est ça l'expliquer, c'est que le bien, ça dépasse l'humain. Donc à un moment donné. Mais je dis, et chacun, bien sûr, considérant qu'il est le représentant du camp du bien. Ça revient sur ce que vous disiez tout à l'heure. Quand on dit que le Hamas fait de la résistance, pour moi, c'est hérétique, quoi. C'est quelque chose que je ne peux pas entendre. Et pour le coup, là, c'est carrément c'est rejeter la réalité. Il y a un cadre juridique des faits, et pour le coup, c'est terroriste dans le sens juridique. Alors, après, on peut commenter le contexte, je vais y arriver, dans lequel le Hamas est créé, etc. Tout ça, on peut l'évoquer, mais il y a quand même un cadre, des mots, des termes juridiques qu'il faut employer. Donc évidemment que le Hamas est une organisation terroriste, et ça, ce n'est pas rentrer dans un débat d'idées que de le dire. Et moi, ce qui m'a dérangé au plus haut point, j'oubliais Daniel Obono, Mathilde Panot, incapable de pouvoir prononcer ce mot, ce terroriste. Il y a 4 syllabes à tout casser, incapable de pouvoir le prononcer à aucun moment. Il a essayé. Non, mais il n'y a pas que Jean-Jacques Bourdin. Même dès le début, à l'Assemblée nationale, lors de sa première prise de parole, où il n'y avait pas encore de réponse
d'Israël, donc on peut pas dire que c'était l'ignominie de la réponse israélienne qui fait qu'ils se seraient reculés. Non, ils n'arrivaient pas le soir même et le lendemain, voire même à dénigrer. Je trouve ça hallucinant, et encore une fois, je ne considérerai plus jamais ces gens soi-disant de gauche, puisque pour moi, le principe, on parlait de définir les choses, blanc, noir, rien, la gauche pour moi, elle n'est pas antisémite, donc à partir du moment où on se définit comme antisémite, on n'est pas de gauche. On peut faire ce qu'on veut, on peut me faire mettre les pieds au mur, je m'en fous, c'est quand même... là, c'est très clair, et quand j'entends les médias qui continuent à dire la gauche, là, non, c'est pas la gauche. Arrêtez avec la gauche. Extrême. La gauche, elle est pas ça. Tu parlais d'humanisme, la gauche est humaniste, la gauche est républicaine, il n'y a pas que, mais je parle de cette là, mais elle n'est pas antisémite. Voilà. Donc à partir du moment où on fait des distinctions blanc, noir, ça c'est par rapport à d'autres réunions en non-mixité, etc. Oui. Je trouve ça extraordinairement dégradant. Dégradant pour la fonction de député, parce que tous ceux dont je parle tout à l'heure, de Daniel Obono, à pas s'en parler à moi, etc., même notre cher Clouet, etc., y est allé de sa partie, je trouve que ce sont des députés. C'est pour ça que j'ai tensé aussi M. Habib, parce que lui aussi, il aurait C'était très déplacé. C'était très déplacé. Absolument. Non, mais c'est pas pour très déplacé. Ce sont des députés. J'allais dire, tout le monde fait des erreurs, mais là, franchement, il a été très critiqué par tout le monde, bien sûr. Mais pour en revenir à LFI, ils ont une obsession par rapport à Israël, quand même. Oui. C'est une obsession. Même au Parlement, on les entend demander des choses par rapport à Israël qui n'intéressent personne et qui ne les concernent pas, au lieu de bosser en tant que député de la France, quand même. Alors, insoumise à quoi, Enfin, c'est du grand n'importe quoi, quand même. Ils ont quand même, je sais pas, je dis de temps en temps qu'ils font ce qu'on pourrait appeler une LFX7, pour de bon. Oui, parce que ils nous lâchent pas, Et moi, je trouve que la faute de LFI est d'autant plus grande, c'est que parmi les 1200 morts, il y a aussi des étrangers. Bien sûr. Il y a notamment des travailleurs asiatiques. Bien sûr, dont on a très peu parlé. On ne parle pas. Absolument. Et là, pour le coup, ils n'étaient pas juifs. Oui. Voilà, donc là... Ouais, ça les a pas intéressés. Et donc, c'est pour ça que je dis que la LFI est d'autant plus, coupable. Elle est déjà coupable parce qu'elle est antisémite, mais d'autant plus coupable, c'est qu'en plus, elle ne prend même pas en compte les travailleurs étrangers qui étaient venus pour travailler et qui n'étaient pas, franchement, de religion juive. Voilà. Et c'est vraiment, donc, le Hamas est un mouvement terroriste, islamiste. Point. Je pense visiblement que Daniel Obono a du mal avec affirmer certains termes. Elle avait du mal à dire vive la France, l'impression qu'elle s'étouffait en le disant. Elle n'a même pas fini par le dire. Elle a du mal à reconnaître le Hamas comme organisation terroriste. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'il faut dire les choses. Ces gens-là sont névrosés par la doctrine de Mélenchon. Et une doctrine complètement délirante, qui n'a pas de sens, parce que vous le disiez justement, ils finissent par se contredire eux-mêmes. Il faut dire les choses. Ce sont des gens névrosés par la doctrine mélenchoniste. Juste un truc à propos, puisque je fais ma fixette moi aussi sur les députés, il y a quand même un truc extraordinaire qui s'est passé. Donc je ne vais pas rappeler tous les faits, mais à un moment donné, vous avez vous rappelé, il y a M. Guiraud, l'excellent M. Guiraud, biberonné au Soral et Dieudonné, c'est lui-même qui le dit. Oui. Je prends. Donc, qui dit je vais m'expliquer, je vais faire une conférence à Tunis, en Tunisie, avec l'excellent journaliste Tahabouaf, connu pour avoir été condamné pour avoir traité de beurette de arabe de service, je sais plus qui, Linda Kebab ou je sais pas quoi. Oui, Linda Kebab. Voilà. Non, mais c'est juste pour remettre. Et donc, absolument, oui. Ces mecs-là, donc, ils sont capables de dire des choses extraordinairement dégueulasses, d'en faire des caisses, d'aller jusqu'à Tunis faire ce truc comme par hasard, etc. Bon, voilà. Et par contre, un jour, Raquel Garrido, qui est pas ma cam du tout. Voilà, comme ça je le dis, mais je déteste pas personne absolument, mais eh bien, elle a osé se lever contre le grand patron pour d'autres raisons. Contre le chef suprême, sanctionnée absolument. à l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas encore, à ce jour, sanctionné la moitié d'un demi-élu de chez eux, d'un député, concernant tous les dires pourris qu'ils ont été capables de balancer, que ce soit les tweets, que ce soit les visuels, que ce soit dans les médias, que ce soit en conférence de presse à l'Assemblée. Pas un seul n'a été pris. Par contre, elle, pour avoir osé s'opposer à M. Mélenchon, qui n'est rien, puisqu'il n'est plus député,
elle a été embêtée dans son propre camp, puisqu'elle a été mise au banc pendant 4 mois, de pouvoir de prendre la parole. La belle démocratie. C'est juste pour vous dire, quand même. D'insoumise, elle a été soumise au silence quand même. Hein. Et sa fille, quand même, et je dis en rigolant que c'est... on est d'accord, Inès, on pourrait dire, elle est fille de Garrido. Inès a déclaré qu'elle voulait bouffer du sioniste, et elle a dit, je suis antisémite et je m'en bats les couilles. Oui. Voilà. Quand même absolument extraordinaire. Une belle éducation en tout cas. Bon, après, ceci dit, je n'aime pas les attaques. Je ne pense pas que ce soit ses parents qui viennent indiquer ça. Non, il n'y a pas de enfin bon. Ils ont été tout à fait... Ah non, j'ai pas de frère. T'as un frère, une sœur. Ils ont fait un communiqué de presse après qui était douteux quand même. Mais c'est pour ça que je dis ça simplement qui était un peu compliqué. Non, ils n'ont pas fait un tweet. Il a été très clair. Il a été très clair. Que la justice fasse son travail. Tout à fait. Non, absolument. Mais n'attaquons pas les gens à côté. Si ton père demain, je te le souhaite pas, fait une grosse bêtise, je vais pas venir dire ah ouais mais tu m'étonnes, le fils il est pareil. Non, faut éviter ce genre de truc. Elle est assez con elle-même, la fille de. Mais c'est vrai que elle baigne dans un milieu malgré tout. Mais c'est pas. Oui, non, tu as dit c'est une belle éducation. Tu remettais en cause. Je suis pas fan non plus d'Alexis Corbière. Elles sont fans de son penchant pour comment il s'appelle le révolutionnaire Robespierre. Je suis pas fan de ça. Cependant, je ne veux pas condamner des parents pour des conneries d'une connasse. Voilà, comme ça on va le dire clairement. Et si elle veut m'attaquer, je serais très heureux de 20 piges qui envoient des. Je m'en bats. Elle aurait pu dire au moins, puisqu'elle est féministe, les gonades. Parce qu'en plus, elle a fait une appropriation culturelle qui, moi, en tant que mec, me gêne. C'est moi les couilles et elle, c'est autre chose. Voilà, donc clairement, mais ceci dit, il ne faut pas oublier que oui, ça infuse auprès d'un public hyper jeune. Absolument. Et là, je les défends juste pour pas qu'on fasse toujours des amalgames. Je m'étais déjà... Voilà. Je pense que en partant de ça, on peut rebondir sur autre chose, c'est-à-dire qu'on parle d'une idéologie quand même qui baigne une jeunesse, et tout ça a conduit justement à l'augmentation, on l'a vu, des actes antisémites. Ça c'est très inquiétant. Qui sont des actes isolés, ce ne sont pas des actes forcément politiques. Donc ça veut dire que l'idéologie quand même baigne une certaine partie de la jeunesse. Enfin de la jeunesse, ils ne sont pas identifiés, mais on peut les quand même. Oui, puis je crois qu'il y a des mauvais objets qui sont clairement désignés, que ça arrange beaucoup les gens finalement de détester une partie de la population. Oui, je crois que la question du bouc émissaire, c'est voilà. Oui. Et comme ils sont abreuvés de réseaux sociaux et que plus on écoute de conneries et plus on vous en donne finalement, et que vous n'écoutez que ça, il y a un effet du serpent qui se mord la queue. Si vous voyez ce qu'on voit sur les réseaux sociaux de la part de ces gens qui baignent dans cette idéologie-là, c'est effrayant. C'est effrayant. Très effrayant. Parler où j'étais très choqué, j'en dirais pas plus à l'antenne, mais voilà, où j'ai des amis qui m'ont tenu quand même des propos très compliqués à entendre. Parce que c'est vrai que j'ai une bague qui vient d'Israël autour du doigt que ma tati de cœur a eu la gentillesse de m'offrir, qui est un porte-bonheur. Et c'est vrai que voilà, il y a eu des réflexions très très compliquées et très les amitiés qui se sont arrêtées rapidement, quoi. Voilà, c'est dingue, c'est dingue et c'est très inquiétant pour la suite. Voilà. Mais c'est ce que disait Madame Dahan, on est tous, je pense, très préoccupés par cet antisémitisme décomplexé. Oui, c'est affolant. Décomplexé. Affolant. Ah. Il nous reste une petite minute pour conclure. Est-ce que je peux juste vous poser une question, parce que du coup, je profite de votre présence. J'aimerais justement savoir, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a quand même un abandon du modèle traditionnel de la guerre, où à l'époque, il y avait le front avec les soldats et puis les civils. Et on voit aujourd'hui que sur le conflit israélo-palestinien, il y a un peu un abandon de cette chose-là. Les civils sont attaqués, servent du côté palestinien comme chair à canon parfois. Et est-ce que justement, il n'y a pas... quelque chose à voir, à dissocier justement le Hamas des civils palestiniens? Qu'est-ce qu'on fait des civils palestiniens qui, eux aussi, subissent quand même la guerre, au fond? Je pense effectivement que pour certains, ils sont aussi sous le régime de la terreur du Hamas, bien sûr. Maintenant, Miachem, qui a été otage, une jeune fille de 21 ans, elle dit qu'elle est restée dans les geôles d'une famille palestinienne, et elle a dit ils sont tous coupables. Elle n'a pas été violée parce que la femme de ce monsieur qui l'a gardée et qui l'a violée par les yeux surveillait son mari nuit et jour pour pas qu'il lui saute dessus. Mais elle a dit ils ont failli être lynchés en arrivant à Gaza, dans les tunnels. Quand on sait que les tunnels, on les trouve dans les chambres d'enfants, dans les hôpitaux, je ne sais pas. J'ose espérer qu'il y a des voix de la paix chez les Palestiniens. J'ose espérer qu'ils auront la force de se débarrasser du Hamas, qui est une organisation terroriste et qui ne les sert pas. On entend certaines voix. Il y a eu quelquefois des gens qui ont essayé de le dire et qui se sont fait massacrer par le Hamas. J'espère
on aura la chance de rencontrer des gens qui voudront la paix. Israël veut la paix. Notre ami le disait, et il faut croire en l'humanité, et je pense que le bien finira par triompher surtout. Eh bien, écoute, je l'espère. Merci en tout cas, Béatrice Dahan, d'avoir été avec nous. Merci à vous de votre accueil. Le studio est ouvert. Merci d'avoir été là. Musique de fond, bien évidemment, pour clôturer l'émission. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Radio Occitanie. Merci, Anna. Avec plaisir. La poésie que vous retrouverez dès demain matin en entier. Voilà, pour ceux qui l'ont raté sur Facebook. Sur YouTube, ils ont pu la voir. Merci beaucoup, l'équipe, les amis. Merci, Alexandre. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Avec notre sujet. Ludmilla. On reviendra sur les actualités la semaine prochaine. Merci, Olivier. À très vite. Ciao.